Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode d'Alès Aglo, l'émission. Faisons le tour de ce sommaire du mois d'avril. Dans quelques jours, le budget de l'année 2025 sera voté lors du conseil d'agglomération. Le nouveau maire d'Alès et président d'Alès Agglomération s'exprimera sur le sujet dans la rubrique « On en parle ». Le mois de mars vient de s'achever et avec lui le festival de cinéma d'Alès, Itinérance. Nous avons filmé les coulisses de cette semaine intense dans le reportage Zoom sur. Stocker toutes nos données a un impact considérable sur l'environnement. La société Green for Cloud, fondée à Rousson, propose des solutions innovantes pour y remédier. Son dirigeant, Julien Delcroix, sera en plateau dans l'écho de l'écho. Fraîchement élue, Lou Sanchez, Miss Alès 2025, sera reçue par Laura pour parler de son parcours et de l'année qui l'attend dans Talent d'ici. Enfin, la nouvelle rubrique Made in Cévennes vous amènera à la poterie de la Madeleine à Lézan pour découvrir la fabrication du célèbre vase d'Anduze qui fait rayonner le patrimoine cévenol partout dans le monde. Si vous souhaitez passer dans l'émission ou nous envoyer vos idées de sujets, contactez-nous sur les réseaux sociaux de la ville d'Alès ou sur l'adresse mail l'émission@alesaglo.fr. Bonjour Christophe Rivinc. Bonjour Laura. Vous êtes élu maire depuis le 15 mars. Est-ce qu'on peut dire que c'est une page qui se tourne pour Alès après 30 ans de mandat de Max Roustan ? Écoutez, comme l'a dit Max Roustan, effectivement c'est une page qui se tourne, mais pas un livre qui se ferme. L'aventure va continuer encore, je l'espère, quelques années pour pouvoir continuer la transformation de ce territoire. Mais c'est un moment effectivement important pour moi, bien sûr, pour Max Roustan, pour la ville d'Alès, oui, mais sûr, qui s'inscrit dans la continuité totalement de ces 30 années passées à ses côtés comme collaborateur, puis comme premier adjoint et président de l'agglomération. Voilà, et puis c'est surtout, comme je l'ai dit et que j'aime à le répéter, c'est un engagement tenu au moment où les Françaises et les Français remettent souvent en cause la parole des politiques. Il y a au moins un homme politique dans ce pays qui a pris des engagements en 2019 et qui les tient en 2025. C'est assez remarquable pour le noter et à ce titre-là, c'est vrai que je suis très, très fier d'avoir travaillé 30 ans avec Max Roustan et de continuer pour de nombreuses années encore. Alors, on va maintenant parler du budget. C'est le grand sujet du jour. Le budget de la ville d'Alès, mais aussi de l'agglomération, vont bientôt être votés. Est-ce qu'avant de commencer, vous pourriez nous expliquer globalement, nous schématiser, qu'est-ce qu'un budget ? Oui, c'est une excellente question et c'est vrai que parfois les citoyens et lecteurs ne savent pas les détails d'un budget. Qu'est-ce qu'un budget ? C'est ce qui nous permet de mettre en œuvre un projet politique déjà. Et un budget, c'est comme pour un ménage, ce sont des recettes et des dépenses. Dans les dépenses, il y a beaucoup de dépenses qui sont contraintes, qui sont obligées. Par exemple, le personnel municipal, il faut que je paye leur salaire en fonction de leur indice. Ça, ce sont des dépenses obligées. Il y a des participations à certains syndicats, comme le SDIS, par exemple, les pompiers, qui sont imposés. Et puis, dans les recettes, vous avez à la fois des dotations de l'État, et puis vous avez ce qu'on appelle les impôts locaux, pour financer ce budget. Puis vous avez aussi des services qui sont payés par les usagers. Et puis vous avez quelques recettes annexes sur les ventes de patrimoine, tout ça. Ce que je veux dire en préambule, pour rassurer, c'est souvent une question qu'on pose. Vous savez, les gens me disent « Oui, mais je paye des impôts, j'ai droit, j'ai droit ». Et en fait, quand on regarde par exemple l'agglomération, je le dis souvent, sur à peu près, on va dire, le budget de fonctionnement. Je reviendrai sur le fonctionnement si vous le souhaitez. C'est à peu près 120 millions d'euros. Le budget investissement du budget principal, c'est à peu près 40 millions d'euros. Ça veut dire 160 millions d'euros. Sur ce budget de 160 millions d'euros annuels de l'agglomération, les impôts ménages, ce qu'on appelle payés par chacun d'entre nous lorsque nous sommes propriétaires, il n'y a que la taxe foncière, ne pèsent que 3 millions d'euros. Oui. Ça veut dire que vous avez 3 millions d'euros d'impôts, et vous avez 200 millions d'euros de dépenses. Vous voyez bien qu'on est très très loin de payer des impôts à due concurrence du service public qu'offre l'agglomération. À ça, il faut bien sûr rajouter la TOM, 24 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la TOM, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on parle souvent avec des acronymes. C'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une taxe que ceux qui exercent cette compétence, à savoir l'agglomération, peuvent ou doivent lever pour payer les ordures ménagères, leur ramassage et leur traitement. Alors, avant d'écouter les questions des grands Alésiens, j'aimerais que vous nous parliez des difficultés dans ce budget 2025. Est-ce qu'il y en a ? Bien sûr, il y en a de plus en plus. On a connu les années fastes, on commence à connaître les années difficiles. Ça a échappé à pas grand monde, je pense, que notre pays est en grande souffrance au niveau de sa dette. 3 300 milliards d'euros de dette. C'est plus de 100 000 euros quasiment sur chacun des concitoyens aujourd'hui pour des années et des années à rembourser. Et donc, du coup, le gouvernement a décidé de taper, entre autres, pas que, mais sur les collectivités en nous prenant, on va dire, je dis prenant à dessein, 2,2 milliards de dotations en moins
plus 1,3 milliard de cotisations en plus. Ça fait quasiment 3,7 milliards d'euros que nous avons en moins dans nos recettes pour toutes les mairies, tous les agglos, toutes les régions, tous les départements de France. Hein. Bien sûr, heureusement pas pour Alès tout seul. Et donc, il faut à la fois, en fonction des dépenses et des choix politiques qui sont les nôtres et des engagements politiques, des projets de territoire, pouvoir payer ces dépenses malgré ces baisses de recettes. Et tout ça sans augmenter les impôts. Je m'y engage une nouvelle fois à ne pas augmenter les impôts, comme on l'a dit aux habitants du territoire, et donc pour mener toutes ces politiques publiques. Donc c'est pas super simple. Je veux en profiter pour, on va dire, remercier à nouveau les services à qui nous avons demandé de faire des efforts sur leur train de vie, c'est-à-dire ne pas toucher la dépense publique, ne pas toucher les périmètres de politique publique, ne pas toucher les subventions, notamment à la culture, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je suis fier de dire que, effectivement, contrairement à d'autres départements ou d'autres régions dont on a entendu qu'ils baissaient de 50 ou de 100% les dotations, je souhaite maintenir les aides aux associations culturelles, bien sûr aux cratères, au pôle du cirque, mais aussi toutes les associations. En ce moment, il y a le Festival du cinéma qui se termine. Par exemple, tout ça est nécessaire à la vie d'un territoire. Donc, maintien des subventions, maintien des services publics, maintien de la fiscalité et maintien du projet de territoire. Vous allez me dire comment vous faites, vous êtes magicien. Mais, je ne sais pas si on est magicien, mais en tout cas, on est bon gestionnaire, puisque grâce au petit bas de laine qu'on s'est constitué les années un peu plus fastes, eh bien écoutez, ça nous permet, en allant puiser dedans un peu, de pouvoir maintenir cet équilibre. Ça ne durera pas ad vitam aeternam, mais j'espère que les gouvernants vont comprendre l'an prochain que sans des collectivités en capacité de faire vivre à la fois la démocratie locale, mais vivre la vie sociale, la vie économique, ben, il n'y a plus de pays. Et donc, je suis un ardent défenseur des territoires, des collectivités, et je redis au gouvernement, taper sur les collectivités, c'est une erreur gravissime par rapport à l'avenir de la France. J'aimerais maintenant qu'on écoute les questions des grands Alésiens, comme ça vous pourrez y répondre en plateau. Alors, quelles sont les compétences de l'agglo d'Alès? Combien coûte la gestion des déchets? Est-ce que ça va par exemple à la voirie ou ça va aux espaces verts, des choses comme ça? Est-ce que les impôts vont augmenter? Quoi ils servent? Qu'est-ce qu'on en fait? L'argent il est réinjecté correctement sur les hôpitaux, l'éducation, c'est des sujets qui reviennent quand même assez régulièrement. Malheureusement, on n'a pas assez de visibilité sur l'emploi, en tout cas des fonds, par rapport à ces impôts-là. Et c'est vrai que ce serait peut-être intéressant d'avoir plus de visibilité. Alors justement, c'est vrai que beaucoup de personnes ignorent tout ce qui est géré par une agglomération. Un budget, il faut le rappeler, vous le disiez, ce n'est pas juste le financement de grands projets, mais ça englobe aussi énormément de choses du quotidien dont on ne se rend pas forcément compte. Donc j'aimerais revenir sur la première question qui est posée dans le micro-trottoir. Quelles sont les compétences de l'agglomération d'Alès ? Elles sont nombreuses. Nous avons la chance d'avoir une agglomération bien intégrée, comme on dit, c'est-à-dire effectivement avec beaucoup de compétences. Et je veux aussi en profiter pour redire à nos téléspectateurs que contrairement à ce qu'on entend trop souvent, surtout de la part de ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la vie publique locale, c'est que lorsqu'une agglomération ou en général une intercommunalité exerce une compétence, ça veut dire que la commune, membre de cette intercommunalité, ne l'exerce plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de millefeuille territorial. Ça veut dire que dans ces compétences communautaires, on décide à l'unanimité des membres de l'agglomération de transférer les compétences qui ont vocation à être optimisées, à être rationalisées. Par exemple, la mobilité. Si je prends juste la mobilité, la ville d'Alès pourrait organiser son réseau de bus sans personne. Mais est-ce que ça a du sens quand on habite à la limite de la ville d'Alès de dire « Ah bah tiens, moi j'ai pas de bus, c'est ma commune qui paye un bus, à la frontière d'Alès je descends, je prends le bus de la ville d'Alès pour aller faire mes courses ». Ça n'a pas de sens. Pareil pour les poubelles, on ne pourrait pas chacun ramasser ses poubelles et les traiter. Pareil pour la petite enfance, on ne pourrait pas avoir une crèche par commune parce que c'est impossible. Pareil pour la LSH, c'est-à-dire les jeunes. Pareil pour le développement économique. Il y a beaucoup de compétences transférées qui le sont du fait où, globalement, il y a beaucoup de communes qui ne pourraient pas, au vu de leur budget, avoir ce type de service. Et c'est ça la force de l'agglomération et de l'intercommunalité. Vous savez, pendant longtemps, les intercommunalités ont été un peu, vilipendées, pour utiliser un terme un peu doux par beaucoup de maires. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Les maires ont compris l'intérêt de l'intercommunalité et le fait aussi, je le dis, qu'ici, à Alès Agglomération, j'ai décidé d'aider les communes en difficulté avec des fonds de concours, avec des dotations non obligatoires. Et c'est ça la solidarité de l'intercommunalité, qui n'est pas une supra-commune, hein. C'est pas une super commune. Je ne suis pas chef des maires des communes. Les maires sont responsables chacun de leur commune, mais l'intercommunalité est là pour les accompagner. Et c'est ça qui se passe bien. Peut-être une des raisons pour laquelle nous avons la chance ici de travailler
tous ensemble, où les budgets sont votés à l'unanimité depuis des années, et quelles que soient on va dire, nos sensibilités politiques, qui sont très différentes au sein de l'intercommunalité. Nous savons les dépasser pour l'intérêt général. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que parfois, on rêverait qu'au niveau national, notamment à l'Assemblée nationale, il y a un peu plus de concorde et d'intérêt général. Il y aura un peu moins de bisbilles peut-être, et puis on penserait un peu aux citoyens, électeurs, contribuables, un peu comme on y pense sur les territoires. La France irait mieux. On entend parler de visibilité dans le micro-trottoir. Comment les habitants peuvent-ils avoir davantage de visibilité sur les dépenses et les investissements ? Écoutez, tout est transparent. Vous savez, toutes les décisions que je prends, que je suis amené à prendre en tant que maire ou président, que la collectivité est amenée à prendre, est inscrite dans des budgets et est autorisée par des délibérations des conseils municipaux, des conseils communautaires. Je ne fais pas ce que je veux, c'est pas mon entreprise, je décide pas d'embaucher telle ou telle personne, de faire non, tout ça est organisé administrativement, il y a des votes qui valident. Et puis je rappelle à tout un chacun que tout est transparent et que tous les budgets sont consultables par toutes celles et ceux qui le souhaitent. On peut répondre aux questions, on peut m'écrire, on peut écrire au directeur général des services pour leur dire tiens, j'aimerais en savoir plus sur ces montants budgétaires, voilà. Et puis les budgets sont votés en séance publique. Oui. Et donc à partir de ce moment-là, toutes ces dépenses, c'est la grande transparence, les collectivités locales, même si certains veulent faire croire que non. En fait, on ne peut pas faire autrement. Même si on le voulait, on ne pourrait pas faire autrement. Et c'est très bien comme ça. Et donc voilà, tout un chacun peut savoir les dépenses. Alors c'est pas simple de lire un budget, mais on peut expliquer, vulgariser. Si ça intéresse certains, je peux faire une réunion publique un soir pour expliquer ligne à ligne qu'est-ce qu'on met dans ces budgets. Et vous verriez d'ailleurs que, on va dire sur l'agglomération, on va dire sur les dépenses de fonctionnement. C'est comme un ménage, dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire pour payer son électricité, pour payer son loyer, c'est ça le fonctionnement. Et l'investissement, c'est quand on achète sa voiture, on achète sa maison, ou on achète une cuisine, par exemple, ça c'est l'investissement. Nous, c'est pareil. Et donc toutes ces dépenses-là, globalement, beaucoup sont contraintes parce qu'elles sont liées à nos compétences obligatoires. Et quand c'est obligatoire, je suis obligé de dépenser. Si je prends, par exemple, un investissement, vous savez, dans ce qu'on appelle le Code général des collectivités locales, c'est-à-dire la loi qui nous régit, la première obligation et la seule obligation, on va dire, qu'ont les maires, c'est d'entretenir leur patrimoine. Et si on ne le fait pas, le préfet nous prend la main chez nous. Donc ça veut dire que quelque part, l'entretien des bâtiments, l'isolation, les peintures, voilà, ça fait partie des dépenses obligatoires. Donc même là, je n'ai pas la latitude de faire ce que je souhaite. Donc vous voyez, un budget très contraint, et les intercommunalités, justement, encore plus que les communes, où on a plus de liberté. Ça veut dire que par contre, vous voyez, je prends la décision de faire un concert gratuit tous les soirs, c'est un choix politique que je dois assumer financièrement. Je prends la décision de financer le Festival du cinéma itinérant en ce moment en cours, c'est un choix politique. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses. Je suis obligé de nettoyer les rues. Je suis obligé de ramasser les poubelles. Je suis obligé de garder les enfants à l'école. Je suis obligé, quelque part un peu moins, mais de mettre en place des polices municipales et des polices communautaires. Je ne suis pas vraiment obligé, mais si je ne le fais pas, effectivement, il va y avoir un souci. Donc, vous voyez, j'ai plein de contraintes que j'assume, que je revendique, et puis après, il me reste un peu de marge de manœuvre pour en rajouter, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, et faire de cette ville une ville où la qualité de vie est meilleure qu'ailleurs. C'est ça le choix des maires aussi, et c'est important, et là, le rôle du maire est important. Alors, une dame dans le micro-trottoir parle du coût de la gestion des déchets. Est-ce que la part du traitement des ordures ménagères est toujours aussi conséquente en 2025, et est-ce qu'on sait à peu près combien est-ce que ça représente ? Ah oui, ça on le sait très bien, c'est de plus en plus conséquent, du fait de l'augmentation des lois, des normes en permanence, des taxes, ce qu'on appelle la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes. À chaque fois qu'on met une tonne d'ordures ménagères en traitement, en décharge à la fin, il faut payer, et ça augmente chaque année. Donc tout ça, ça augmente. Alors, dans le traitement des ordures ménagères, il y a le ramassage, à la fois des bacs de regroupement collectif, des colonnes de tri, et puis il y a le traitement. Oui. Et puis là, nous avons des obligations. Donc, si vous voulez, pour aller simplement et répondre à la question, aujourd'hui, c'est à peu près 25 millions d'euros que nous coûte chaque année. Vous imaginez à peu près le quart, mais c'est énormissime, à peu près le quart de nos dépenses de fonctionnement. Imaginez si j'avais pas ces 25 millions d'euros à jeter à la poubelle, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui pour les jeunes, pour l'éducation, pour la culture, pour le sport, pour le développement économique? Ce serait génialissime. Beaucoup de choses, oui. Donc c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à zéro. Par contre, je le dis, je le redis, chaque fois que j'ai cette occasion, avec un effort individuel et collectif, on pourrait diminuer considérablement ce coût. Ça veut dire que si des gens trient mieux à la source, chez nous, dans les sacs jaunes, les biodéchets, le verre, les cartons, les cartonnettes, on arriverait assez facilement à gagner 3, 4, 5 millions d'euros aujourd'hui sur le traitement. C'est un sujet très complexe, mais je voudrais juste dire ce soir que
Globalement, c'est l'affaire de tous et de chacun d'entre nous. Je ne produis pas d'ordures ménagères comme président de l'agglomération au maire d'Alès. J'en produis comme citoyen, mais j'en produis pas comme président. Et je suis chargé de ramasser la production de chacun d'entre nous. Donc je ne suis pas à l'origine de la production, mais la loi m'oblige à traiter. Et donc je suis un peu victime de tout ça. Et c'est pour ça que j'appelle à la solidarité territoriale et à ce que chacun fasse un effort, notamment sur le tri. Je pense que nous y reviendrons parce que c'est important de faire comprendre à chacun des citoyens qu'avec un peu d'effort, on peut gagner beaucoup d'argent et surtout moins jeter à la poubelle et surtout plus recycler et donc protéger notre environnement. Oui, on aura sûrement l'occasion d'ailleurs d'y consacrer une émission. Dans le micro-trottoir, on nous demande si les impôts vont augmenter cette année. Eh bien, écoutez, Laura, non. Les impôts n'augmenteront pas cette année. Je m'y suis engagé sur toute la durée du mandat. Ils n'ont pas bougé depuis le début de ce mandat. C'est vrai que vu la situation nationale et internationale, on aurait pu réfléchir à une augmentation de la fiscalité. Nous ne l'avons pas voulu. Dans une période où les Français souffrent d'une baisse de leur pouvoir d'achat, tout le monde le dit, je ne souhaitais pas rajouter de la baisse du pouvoir d'achat à la baisse du pouvoir d'achat. Mais ça appelle, pour notre part, à faire de nombreux efforts si nous voulons justement maintenir ce service public, maintenir les subventions, maintenir le projet. Et donc non, les impôts n'augmenteront pas, ni la TOM, qui n'est pas un impôt, qui est une taxe, effectivement. Ça ne bougera pas, aussi bien pour la ville d'Alès qu'Alès Agglomération. Nous sommes peu nombreux à avoir fait ce choix en France. C'est un choix revendiqué, assumé, et un choix volontariste et optimiste. Alors est-ce qu'il y aura une diminution des services publics ? Non plus. Non plus. C'est-à-dire que là aussi, c'est un choix politique. C'est-à-dire je ne peux pas envisager aujourd'hui de diminuer le service public. C'est-à-dire diminuer le nettoyage de nos rues, de diminuer la part des espaces verts, de diminuer l'entretien de nos stades, de nos salles de sport, de diminuer la qualité des ramassages et du traitement des ordures ménagères, de diminuer la qualité des travaux sur l'eau. Je ne peux pas diminuer ça. De diminuer les aides aux associations, de diminuer les aides à l'école, le nombre d'ATSEM par classe, c'est pas possible. Je ne peux pas envisager en 2026 de dire aux habitants d'Alès et d'Alès Agglomération, bon écoutez les amis, on est un peu dans la difficulté, je me vois contraint de diminuer. Peut-être qu'un jour on y sera contraint, mais ce ne sera pas un choix politique, ce sera un choix de nos dirigeants nationaux qui pourraient dire, écoutez maintenant les collectivités, allez, je vais vous rebaisser de 5-10 milliards d'euros, et dans ce cas-là en fait on n'aura pas d'autre choix, soit d'augmenter les impôts, mais on n'y est pas, et moi je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir cela. Et je veux le dire, une nouvelle fois, je demande beaucoup d'efforts aux services municipaux qui sont très engagés dans la matière pour diminuer ce qu'on appelle leur train de vie, c'est-à-dire leurs dépenses, on va dire, non efficaces pour la population. Et tous les chefs de service, tous les agents ont joué le jeu dans la préparation budgétaire. Et ça, c'est aussi une chance que sur ce territoire d'avoir ce type d'organisation, de management, dont je suis là aussi très fier et qui porte ses fruits aujourd'hui. J'aimerais qu'on termine cette discussion en parlant de l'investissement, la part dans le budget qui est réservée à l'investissement, parce qu'un budget, c'est aussi construire de nouvelles infrastructures, rénover celles qui existent déjà et développer des projets. Avec le contexte économique compliqué, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que les actions de projets de territoire vont pouvoir se poursuivre cette année ? Est-ce que la part du budget réservé à l'investissement est maintenue par rapport à celle de l'an dernier ? Mieux, elle est augmentée. D'accord. Alors, vous allez me dire comment faites-vous ? Mais effectivement, par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce fameux petit bas de laine qu'on appelle l'ECG, l'excédent global de clôture, nous allons pouvoir mener ce projet de territoire. Vous savez, quand en début de mandat, on fait un projet de territoire, on fait à côté ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Et ça veut dire qu'on sait chaque année, en maintenant la qualité de nos finances, ce qu'on peut investir, ce qu'on peut emprunter, ce qu'on peut rembourser comme emprunt. Et je veux le dire aussi, ça veut dire que cette année encore, on va désendetter l'agglo et désendetter la ville. C'est quand même pas un tour de force non négligeable. Ça veut dire qu'on maintient le service public, on maintient l'investissement, on maintient les impôts, on désendette la ville. J'en profite d'ailleurs pour redire une nouvelle fois que quand on parle d'endettement de la ville et des collectivités de l'agglomération, de quoi il s'agit ? L'agglomération d'Alès, c'est 40 et quelques millions d'euros d'endettement. 40 et quelques millions d'euros, ça fait 40 et quelques millions d'euros, pardon, ça fait à peu près 400 euros par habitant de dette. 400 euros. Ça veut dire que si chacun, ça n'arrivera pas, mais si chacun des habitants de l'agglomération faisait un chèque de 400 euros, on n'aurait plus de dette. Et que cette dette-là est remboursée avec notre excédent de fonctionnement. C'est une obligation. Donc ça ne coûte rien aux contribuables, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien d'autre que dans les économies, d'une part. Donc d'autre part, effectivement, ce plan pluriannuel d'investissement prévoit de quoi emprunter chaque année pour compléter les subventions que nous recevons, qui baissent d'année en année. Cet excédent de fonctionnement qui nous permet d'investir, ce qu'on appelle l'autofinancement, comme dans un ménage. Avant d'acheter une maison, on met de côté un peu, et puis après on met l'apport personnel pour acheter la maison, et le reste on l'emprunte. Mais nous, c'est
pareil, en fait. Et donc, grâce à cette bonne gestion et à ces bons ratios, je veux vous dire aussi, et ça c'est une fierté, au moment où les collectivités vont de moins en moins bien, je dirais pas de plus en plus mal, de moins en moins bien, nous continuons à avoir des ratios, ce qu'on appelle les ratios de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette de l'ordre de 4 années. L'État, c'est infini, puisqu'elle crée de la dette de fonctionnement. Donc voilà, on ne parle pas de la même chose. Mais oui, moi, je vous le dis, je l'annonce, j'ai regardé dans le budget, puisque chaque année, on suit le projet de territoire, aussi bien la ville et l'agglomération ont consolidé. À ce jour, nous avons réalisé 78,2% des projets prévus au PPI. Presque 80% à un an de fin de mandat avec les 2 années Covid. C'est un tour de force. Et donc, sur l'année, on va accélérer. On mettra 40 millions d'euros avec les reports sur l'agglo. On mettra 24 millions sur la ville. 64 millions d'euros investis dans les budgets généraux. Et à ça, il faut rajouter tous les budgets annexes, l'eau, l'assainissement, qui, en plus, viennent investir. C'est du travail pour les entreprises d'ici et d'ailleurs qui répondent aux appels d'offres, tant mieux quand c'est celle d'ici. Et bien sûr que je fais tout pour que ce soit celle d'ici, mais il y a des appels d'offres, c'est la loi, la mise en concurrence. Et donc, c'est des emplois, c'est donc de l'activité du territoire. Et vous savez, je veux aussi le dire, en ce jour, parce que je préparais tout à l'heure avec les services la réunion de ce qu'on appelle le compte administratif, donc c'est l'exécution du budget de l'an dernier du syndicat mixte des transports du bassin d'Alès. D'accord. Et dans les recettes du syndicat mixte du transport du bassin d'Alès, c'est-à-dire Alési, par exemple, c'est Alési en bus, en vélo, tout ça, on s'aperçoit l'an dernier qu'entre les prévisions et la réalité budgétaire, il y a eu une augmentation assez considérable et non attendue de ce qu'on appelle le versement mobilité. Le versement mobilité, c'est une taxe que payent à l'URSSAF les entreprises ayant plus de 11 salariés en CDI. Et donc, ça veut dire que contrairement à ce qu'on entend un peu partout, quand vous avez une augmentation de ce versement mobilité, c'est que vous avez une augmentation du nombre d'emplois en CDI sur un territoire et une augmentation du nombre d'entreprises à plus de 11 salariés. Donc, tous les indicateurs aujourd'hui montrent qu'aujourd'hui, le territoire est un peu en marge de ce qu'on voit au niveau national. On continue. Tout n'y est pas rose. Je ne veux pas dire qu'ici, le chômage est un peu élevé, de l'ordre de 12,3%, 11,9% au dernier chiffre de l'INSEE, mais tout de même, l'économie se porte moins mal qu'ailleurs. Et ça, c'est la chance de cet écosystème. Et cette économie qui se porte moins mal ailleurs, j'en suis, en tant que maire-président, l'un des acteurs, puisqu'en investissant cet argent, on crée de l'activité économique qui se retrouve bien sûr dans les impôts que nous payons, bien sûr dans la consommation, bien sûr tout ça. Donc oui, ici, nous avons un micro-territoire qui vit un peu en marge, mais qui vit moins mal qu'ailleurs. Et c'est ce que nous allons continuer à développer, parce que je suis très optimiste pour l'avenir. Je sais qu'Alès et l'agglomération d'Alès est le plus bel endroit du monde, et en tout cas, je le pense. Et donc, c'est ici que l'avenir se prépare, et c'est ici que le plus de Français décident de s'installer, puisque nous sommes, je le dis, recordman de France sur la dynamique démographique sur la ville d'Alès. Ça veut dire quelque chose quand même, et ces budgets en sont la preuve. Merci beaucoup pour ces explications, Christophe Rubenck. Merci beaucoup, Laura. Voici tout de suite le Zoom sur du mois. Le public français est toujours autant cinéphile. Du 21 au 30 mars 2025, près de 40 000 spectateurs se sont rendus dans les salles obscures du Festival de cinéma d'Alès, Itinérance. Une affluence et un programme dense qui implique forcément une organisation bien huilée. J-5 avant le début du festival. Quelques techniciens et techniciennes s'affairent en coulisses. L'une des plus grandes étapes de préparation du festival consiste à transformer la grande scène nationale du cratère en salle de cinéma. La gigantesque toile blanche, qui est en fait l'écran géant sur lequel sera projeté de nombreux films, courts-métrages et avant-premières, est installée avec beaucoup de minutie. Pour obscurcir la salle au maximum et éviter les reflets qui pourraient gêner les spectateurs, des drapés noirs sont hissés jusqu'au plafond pour cacher toutes les structures métalliques. Dans les hauteurs du théâtre, les projecteurs qui créent toute l'atmosphère de la pièce et mettent en valeur les personnes sur scène sont en plein réglage. Jour J, les portes du cratère s'ouvrent enfin au public qui se presse dans le hall. C'est à ce moment-là qu'entrent en scène les 120 bénévoles du festival. Accueil du public, animation du bar associatif, entrée en salle des spectateurs, il y a de quoi faire. Ces passionnés de cinéma sont un maillon essentiel au bon déroulé de l'événement. Certains, comme Marie-Bénédicte, viennent prêter main forte depuis plusieurs années. J'ai différentes missions qui peuvent être de renseigner les festivaliers, de les diriger au bon endroit et également les faire rentrer dans la salle, les placer et les renseigner sur les films qui ont lieu la journée ou le lendemain. Après, ça peut être aussi également placer le public en situation de handicap au bon endroit.
Et pour les gens qui des fois sont un petit peu tête en l'air et sont rendus par exemple au Ciné Planète alors que la séance avait lieu au Cratère, ou qui se sont trompés de salle. La compétition de courts-métrages est le grand temps fort du premier week-end du festival. Sur les centaines de courts-métrages reçus par Itinérance, seuls 9 étaient présentés au public, puis départagés par un jury professionnel composé d'une productrice, d'une compositrice, d'une réalisatrice, d'un auteur et d'un journaliste. Le dimanche midi, tous se rassemblent au restaurant pour discuter des films autour d'un bon repas. Mais alors, comment se passe la délibération ? Elle était enflammée. En fait, on se dispute un petit peu au début, mais si c'est le Grand Prix, c'est qu'on est tous d'accord et qu'il y a un détail que oui, peut-être qui choque un des membres du jury, mais ça veut dire qu'on s'est tous mis d'accord. Donc c'est vraiment un travail de juste discuter ensemble, peut-être sortir ce que tout le monde aime moins et sélectionner celui qui a plus de qualité selon l'ensemble. Et après, c'est sûr que voilà, dans un jury composé de 5 personnes avec 5 professions différentes, on a tous des sensibilités différentes et c'est très dur finalement d'être jury parce que c'est très difficile de réduire la qualité d'un film à un prix, alors que tous ont énormément de qualité, mais on est obligé de faire des compromis chacun par rapport à nos coups de cœur pour aller dans le sens du coup de cœur majoritaire. Sur les 9 courts-métrages présentés, 5 ont été récompensés. C'est à l'unanimité que le jury a remis son grand prix à la comédie Mort d'un acteur, réalisée par Ambroise Rateau. On pourrait croire que parce qu'il y a 2 acteurs très connus dans le film, ça nous a influencés, mais absolument pas. C'est un film vraiment qui fonctionne, qui marche, qui est un premier film en plus de ça, donc qui est vraiment d'une très grande qualité pour un premier film, qui nous a apporté beaucoup de plaisir. On trouvait que c'était techniquement réussi, l'image est belle, vraiment la mise en scène était intéressante, et c'est une comédie qui nous a fait beaucoup rire, tous, je crois, et on a vraiment envie de récompenser ce geste. Chaque année, Itinérance reçoit des invités d'honneur prestigieux. Pour cette 43e édition, Bérénice Bejo était présente, notamment pour proposer, parmi les 68 avant-premières du festival, le film Mexico 86 de César Diaz, dans lequel elle tient le rôle principal. Après Yamabas l'an dernier, le festival a salué la carrière de Sergi Lopez en lui remettant le prix Itinérance. Comédien voyageur, indépendant, engagé et figure du cinéma populaire, Sergi Lopez a été récompensé pour sa carrière internationale. Avant la remise du prix très attendu, ses plus proches collaborateurs, invités pour l'occasion, étaient en coulisses. Chaque fois que j'imagine un projet de cinéma, pour l'instant je l'imagine avec Sergi. Un prix comme le prix Itinérance qui récompense une personnalité qui est dans l'audace, dans le cinéma d'auteur, dans l'indépendance, la carrière internationale, Sergi c'est la personne idéale. Il faudrait que le prix récompense aussi la générosité parce que c'est une personne qui déjà humainement est adorable et en plus qui est dans une générosité professionnelle remarquable. C'est donc avec beaucoup de succès que s'est terminée cette 43e édition d'Itinérance. Déjà tourné vers sa prochaine édition, attendue du 20 au 29 mars 2026, le festival fera face à un défi inédit, ajuster son organisation bien rodée pour s'adapter à la fermeture du cratère pour travaux. On n'y pense pas forcément, mais le stockage de toutes nos données a un impact considérable sur l'environnement. L'entreprise Green4Cloud propose justement des solutions pour y remédier. Je reçois son fondateur Julien Delcroix pour en parler. Bonjour. Bonjour Laura, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu as fondé Green4Cloud à Rousson en 2022 avec une promesse, allier l'innovation technologique et la préservation de l'environnement. Il me semble que le cloud, le stockage de données, pour beaucoup de personnes, ça reste encore quelque chose d'assez abstrait. Pourquoi est-ce que ça nuit à l'environnement concrètement ? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les données ? Oui. Donc les données sont les photos que tu as sur ton téléphone, 20 000 photos de chats, chiens, ta famille, etc. Et c'est également donc la messagerie électronique, donc les mails qu'on s'envoie et les vidéos que l'on consulte sur les réseaux sociaux, par exemple. Ces données-là sont stockées dans ce qu'on appelle des centres de données ou en anglais des data centers. On en entend souvent parler. C'est vrai. Et ils sont énergivores. Il faut savoir que le numérique, en France, c'est 11% de la consommation donc, électrique du territoire, ce qui représente à peu près 50 fois la consommation électrique d'une ville comme Bordeaux. Ouais. Donc, en l'occurrence, des data centers, ce sont des équipements informatiques qui sont concentrés dans un endroit et qui vont beaucoup chauffer et qui vont donc nécessiter d'avoir de la climatisation pour les refroidir, ce qui fait que c'est très énergivore. Oui.
Si on devait parler un peu d'empreinte énergétique, le numérique, c'est 4,4% des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et la part des data centers, c'est 46% donc de cet impact. Ouais, c'est énorme. Green for Cloud a été incubé à l'IMT Minales et a reçu également un prix au concours économique Alès Audace en 2022. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que les solutions proposées par Green for Cloud sont innovantes? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à ce qui est proposé ailleurs? Tout d'abord, notre cœur de métier, c'est fournir des solutions informatiques pour les entreprises et les collectivités dans le but de réduire leurs coûts et également donc d'en profiter pour réduire l'empreinte environnementale de celles-ci. Donc ça, c'est ce qui fait déjà qu'on se différencie par rapport à des acteurs de cloud traditionnels. Par ailleurs, on va également donc voir nos clients, ce que font pas forcément donc tous nos confrères nationaux. Et c'est en ce sens aussi qu'on va pouvoir apporter un conseil sur mesure à nos clients. Sur la partie réduction de l'empreinte environnementale, donc on travaille pour trouver des solutions qui vont réduire le nombre de données, le volume de données de nos clients. Et on va également donc agir sur la partie sécurité de leur informatique, tout en réduisant donc les coûts de fonctionnement. On a pour ambition donc de se différencier par rapport à des acteurs traditionnels qui travaillent avec par exemple Teams, Zoom, Google Meet, etc. Et donc on propose ce genre de solutions sur les territoires avec donc des data centers qui sont locaux. Et à terme, on aura par exemple un data center à moins d'1h30 de n'importe quelle entreprise en France. Et on tend également à devenir le premier cloud des territoires à énergie positive. C'est-à-dire qu'on veut avoir une infrastructure informatique qui produira plus d'énergie que ce qu'elle consomme pour les services de ses clients. C'est pour ça qu'on parle de cloud, enfin de stockage responsable et vert? Oui, c'est pour ça qu'on parle de stockage responsable et vert. Sur plusieurs aspects, il y a l'aspect humain, puisqu'on est une entreprise d'experts, on est des ingénieurs. On travaille donc avec les entreprises, on n'est pas localisé ou hyper centralisé dans une seule commune. Le but, c'est vraiment d'être partout sur les territoires, au plus près des clients. Et également donc, sur l'aspect plutôt technique. On vous avait dit qu'on était effectivement incubé à l'école des mines d'Alès. On a un partenariat de recherche sur ce qu'on appelle la revalorisation de la chaleur fatale. C'est comment réutiliser la chaleur qui est perdue par les serveurs informatiques pour en faire autre chose dans les bâtiments. D'accord. Sachant qu'on a comme contrainte le fait que ce soit des petites puissances électriques. Et donc là, on a un enjeu donc important de mener à terme la recherche avec l'école des mines pour avoir un cloud encore plus responsable. Ensuite, il faut savoir qu'on n'artificialise pas les sols. On utilise exclusivement des surfaces déjà existantes dans lesquelles donc, on va mettre nos micro-data centers. On tend à avoir de l'autoconsommation totale, c'est-à-dire qu'à terme, on prévoit d'avoir de l'énergie renouvelable de type éolienne, photovoltaïque, qui alimenterait tous nos services informatiques de manière autonome. Et on a quelques contraintes sur lesquelles on bosse, notamment sur comment stocker l'énergie qui soit la plus propre possible et la restituer, par exemple la nuit et les week-ends, quand il y a des périodes de creux sur la production des énergies intermittentes. Actuellement, il n'y a pas de particulier qui stocke de données chez Green for Cloud. Pour quel type de clients est-ce que vous travaillez? Alors aujourd'hui, on travaille avec des entreprises, des collectivités et des associations. Et pour l'instant, nous n'avons pas effectivement comme stratégie que d'aller vers les particuliers. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à l'avenir ou c'est pas dans votre stratégie? C'est envisageable, mais pour les 3 prochaines années à venir, en tout cas, c'est pas l'ambition que de croître sur le secteur des particuliers. Est-ce que vous avez des concurrents dans ce secteur et sur le territoire? Alors oui, on a bien évidemment des concurrents, ce qui est même plutôt rassurant. Par contre, on les voit plutôt comme une opportunité de travailler avec, puisqu'on a comme modèle de fournir des abonnements, comme je vous l'ai dit, de la messagerie, de la sauvegarde, etc. Et on pourrait tout à fait proposer aux entreprises numériques des territoires de travailler avec nous et non pas d'être des concurrents. Après, nous, la concurrence que l'on a réellement, ce sont des entreprises comme Google Cloud, ça pourrait être du Microsoft, ou encore OVH qui n'est pas inscrit sur les territoires, mais plutôt au niveau exclusivement français.
D'accord. Alors la grosse actualité de ce début d'année 2025, c'est que Green4Cloud a fait l'acquisition récemment de Gotelcom, un acteur de référence en réseau informatique et en infrastructure de télécommunications pour les entreprises. Comme ce n'est pas une entreprise qui développe du cloud, pourquoi avoir fait cette acquisition? Est-ce que ça permet à Green4Cloud de diversifier ses activités? Alors oui, ça permet de diversifier nos activités. Comme vous l'avez dit, sur la partie télécommunications et réseau, puisqu'ils sont experts dans dans cette typologie donc de technologie. Et également, ça nous a permis d'acquérir 400 clients, comme BRL Exploitation, Veolia ou encore Montpellier Events. Et donc, chez ces clients-là, nous avons pour ambition de proposer tout le catalogue de services de Green4Cloud, de telle sorte à pérenniser l'activité de Smartyscom, donc cette nouvelle entité, et également de se diversifier sur comment réduire l'empreinte environnementale des bâtiments. Et donc là, on va plutôt toucher, je pense, la question suivante. Oui, tout à fait. Parce que je sais qu'au-delà du cloud, vous travaillez aussi sur des projets de smart building et smart cities, donc bâtiments et villes connectées, intelligents. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, la smart city, donc la ville intelligente, c'est comment j'utilise la technologie, l'informatique pour améliorer la vie des habitants, donc des citoyens, et faciliter la mobilité, par exemple, réussir à anticiper ou à communiquer lors de situations de crise. C'est ce à quoi donc pourraient servir donc les technologies qu'on pourrait mettre en œuvre donc au sein des collectivités. Ça peut aussi être un vecteur d'attractivité pour les entreprises. Oui, c'est sûr. Puisque quand vous avez une ville connectée, vous avez, je vous donne l'exemple de bâtiments de coworking. On pourrait tout à fait avoir donc des cas d'usage où les entreprises pourraient rentrer dans un bâtiment qui lui aussi est intelligent, avec une consommation électrique du bâtiment qui est entièrement automatisée, avec un confort thermique pour les usagers qui a été parfaitement ajusté avec de l'intelligence artificielle ou autre. Et c'est là-dessus, justement, donc on est en train également de travailler et que Smartyscom donc va nous aider. D'accord. Est-ce qu'on pourrait développer et tester ces nouvelles technologies sur le bassin d'Alès Agglomération? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une des 71 communes soit transformée en Smart City? Alors oui. Il y a des discussions en cours donc, avec l'agglomération d'Alès. Notamment, donc, nous sommes en train de faire une étude de faisabilité au sein du bâtiment de Digitalès dans lequel nous avons donc des locaux. Ça consiste notamment à mettre des capteurs dans le bâtiment, à mettre un micro-data center aussi dans celui-ci et commencer à voir comment ce bâtiment-là pourrait être un bâtiment pilote qui servirait ensuite à être reproduit sur d'autres bâtiments donc de l'agglomération d'Alès. Super. Donc ça pourrait... Enfin, nous, on a vraiment pour... et je pense que l'agglo d'Alès a cette ambition aussi d'être une ville de plus en plus durable. Et là, nous, on souhaite s'inscrire là-dedans. On aimerait vraiment que Alès devienne une vitrine technologique sur la partie Smart City et on compte bien être un acteur en tout cas qui pourrait les aider à y contribuer. Mais ce serait génial. Et jusqu'ici, Green4Cloud se déployait surtout dans le Gard et dans l'Hérault. Est-ce qu'avec l'acquisition de Gotelcom, vous voyez plus loin? Quels sont les grands projets à venir? Oui, alors on voit effectivement plus loin. Donc, c'est peut-être la différence avec certains confrères qui sont plus locaux, c'est que oui, nous sommes inscrits sur les territoires et sur ce territoire-là, mais nous avons comme ambition d'être présents sur l'ensemble du territoire français et ensuite s'internationaliser. D'accord. Ça représente donc beaucoup d'emplois à la clé sur ce territoire ici, à Alès. On aimerait notamment pouvoir ouvrir un centre de R&D et d'innovation autour des énergies renouvelables, tout ce qui est justement autoconsommation pour nos infrastructures, et sur la partie informatique, ce qui est vraiment donc notre cœur de métier. Est-ce que vous allez recruter prochainement ou Oui. Alors, on a une levée de fonds prévue. D'accord. On est en plein dedans d'ailleurs. Super. On lève 1 million d'euros auprès donc d'investisseurs de type business angel et fonds d'investissement. Et bien évidemment, ces investissements, donc il y aura de l'investissement matériel dans des data centers. Donc d'ici fin 2026, on prévoit d'avoir 17 data centers, majoritairement donc en Occitanie. On prévoit également donc d'embaucher à partir de septembre, sur 12 mois glissants, environ 11 personnes. D'accord. Et une partie, donc bien évidemment, seront situées à Alès.
D'ici 2028, on prévoit d'avoir 40 data centers et de monter donc également à 40 salariés, donc 25 recrutements donc d'ici là. Wow. Et le but étant d'ensuite dupliquer le modèle sur les autres territoires. Bien sûr. Julien, je crois qu'il y a plusieurs actualités que tu aimerais nous partager, des choses qui arrivent très prochainement pour Green for Cloud. Oui, tout à fait. Donc la toute première à laquelle je pense, c'est que nous sommes très fiers d'apparaître dans le top 100 des startups dans lesquelles investir en 2025, dans le magazine Challenge. C'est génial, bravo. Merci. En deuxième lieu, donc, on est en train de constituer un réseau de revendeurs à valeur ajoutée, et notamment donc, c'est un appel pour les entreprises numériques d'Alès Agglomération et du Gard, plus largement, donc, de venir proposer nos solutions informatiques auprès de leurs clients, et nous les accompagnerons. Et enfin, pour la dernière chose, donc, j'invite les élus et les maires des collectivités d'Alès, mais bien évidemment aussi du Gard, à nous rejoindre sur le stand du Salon des maires qui se déroulera le 22 mai, et on pourra présenter donc différents cas d'usage. C'est super, le message est passé. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous et belle route à Green for Cloud. Merci, bonne journée. Voici maintenant les actualités de ces dernières semaines. C'est un moment historique pour Alès qui s'est joué ce samedi 15 mars. Un passage de relais annoncé dès la campagne de 2020 par Max Roustan, qui souhaitait Christophe Rivinc pour lui succéder. Convoqués à 10h pour un conseil municipal extraordinaire, les élus de la ville d'Alès ont dû procéder à l'élection du nouveau maire. En tant que doyen du conseil municipal, Max Roustan a ouvert la séance. Élu pour la première fois en 1995, réélu depuis à chaque fois dès le premier tour, c'était un moment chargé d'émotions pour celui qui a consacré 3 décennies à la ville. Chers amis, 30 ans. Quelle belle aventure j'ai vécue. Et quelle fierté pour moi. Au service d'Alès et de votre confiance renouvelée. Encore merci. À cette équipe de 30 ans autour de moi, fidèle, compétente, disponible pour Alès. Christophe Rivinc s'est porté candidat seul et les élus ont procédé au vote dans une atmosphère solennelle. Le président d'Alès Agglomération et premier adjoint d'Alès, ancien directeur de cabinet et directeur général des services, a fait valoir 33 ans de collaboration avec Max Roustan pour assurer une continuité légitime. Donc Christophe Rivinc est élu avec 36 voix. Je remercie le conseil municipal. Une élection obtenue à l'unanimité dès le premier tour. Max Roustan a alors remis à Christophe Rivinc son écharpe tricolore avant qu'il ne délivre à l'Assemblée ses premiers mots en tant que maire d'Alès. Si vous imaginez mon émotion, je ne méconnais pas celle de Max. Il y a encore des responsables politiques de premier plan, maires pendant 30 ans, députés pendant 15 ans, qui ont œuvré sous les ordres de la République pour aider à légiférer, qui ont sorti leur ville de l'ornière dans laquelle nos prédécesseurs l'avaient mise pendant des années, qui non seulement prennent des engagements, mais en plus les tiennent. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que je vous demande. Après avoir procédé à la réélection des 12 adjoints, le conseil municipal a accueilli le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, venant remettre à Max Roustan le titre de maire honoraire, une reconnaissance pour ses années de service dévouées à la ville. Donc en vous conférant effectivement cet honorariat, monsieur le maire honoraire, monsieur le premier adjoint, c'est une reconnaissance de la République, une de plus, un an après, et c'est aussi le témoignage de tout mon respect. C'est ensuite en cortège que le conseil municipal a emprunté les rues du centre-ville pour se diriger vers la mairie d'Alès. Sur le perron, les élus se sont regroupés pour la photo officielle immortalisant ce moment historique. Voilà quand même un certain nombre d'années que je suis préparé à cette fonction, que je connais parfaitement bien depuis 32 ans auprès de Max Roustan. Mais il se trouve que le titre de maire, effectivement, renforce à la fois mon émotion, puisque ce n'était pas un rôle que j'avais imaginé tenir dans cette ville d'Alès il y a 30 ans quand j'y suis venu. Et naturellement, les choses se sont faites. Et je l'ai dit, je serai bien sûr le maire de tous les Alésiens, de toutes les Alésiennes, comme je suis le président de toutes les communes de l'agglomération. Et qu'à ce titre-là, je vais poursuivre dans cet état d'esprit. On me connaît bien maintenant sur Alès et on connaît mon état d'esprit, c'est d'être au service de la population et c'est ce que je vais continuer comme maire aujourd'hui, comme je l'ai été comme premier adjoint ces dernières années. Il avait cédé son siège de président de l'agglo en 2020 et désormais celui de maire. C'est une page qui ne se tourne pas aussi facilement pour Max Roustan, qui restera néanmoins premier adjoint
au moins jusqu'à la fin de ce mandat. Quand on s'est battu depuis l'âge de 18 ans pour être là où je suis et qu'on est depuis 30 ans maire d'Alès, on ne quitte pas sans regret. Même si effectivement je l'ai fait d'une manière responsable et volontaire, le poste que j'occupe. C'est un moment quand même très compliqué, plein d'émotions évidemment, parce que c'est pas une fin de carrière, mais quelque part c'est... Alors ce qui me réconforte, c'est que la suite est assurée. Je crois que je l'ai fait exprès pour ça. Donc cette suite assurée me réconforte et me permet de dire vive l'avenir pour Alès. Puis la traditionnelle gerbe en hommage à ceux qui ont servi la France a été déposée par Christophe Rivinc pour conclure cette journée. Un geste protocolaire lors de l'élection d'un nouveau maire, symbolique, qui rappelle l'importance de l'engagement civique. Ils vont devoir passer de ça à ça. Les coureurs de l'association alésienne du Sable dans les Yeux ont un projet fou. Emmener Clément sur la 39e édition du Marathon des Sables du 4 au 14 avril. Si parcourir 250 km en autosuffisance alimentaire à travers le Sahara sud-marocain est déjà un défi pour n'importe quel sportif, ça le sera d'autant plus pour l'adolescent de Saint-Privat-des-Vieux atteint d'ataxie cérébelleuse, un trouble neurologique qui affecte sa coordination et son équilibre. Cette idée, elle est née tout simplement de notre participation en 2023. On a vécu quelque chose d'extraordinaire là-bas sur le Marathon des Sables et on s'est dit tout simplement, pourquoi pas permettre à quelqu'un qui n'a pas les capacités physiques de vivre cette aventure lui aussi et de partager cette communion avec la nature et les autres personnes qui sont dans cette aventure. Tout à la fois un défi, une aventure et un pied de nez au handicap, cette participation fondée sur l'esprit d'équipe et de solidarité représente une opportunité unique pour Clément de se projeter dans l'avenir. Il ne marchait pas, il marche maintenant et en fait ça lui permet de se dépasser ses limites et se rendre compte qu'en fait il est capable de faire énormément de choses malgré son handicap. Et pour nous, le voir franchir la ligne d'arrivée sur le légendaire Marathon des Sables, ça va être quelque chose de assez puissant, je dirais, au niveau émotionnel, et que ce soit pour nous ou pour toute l'équipe. C'est à l'aide d'une joëlette que l'équipage va progresser tout au long de la semaine. Ce fauteuil tout-terrain monoroue, spécialement adapté pour le désert, donne néanmoins une dimension supplémentaire de difficulté physique et logistique au projet. On est 11 à partir, plus Clément. On essaye de se répartir par taille. Il y a des postes où on est plus à l'aise que d'autres. Et après, on le fait beaucoup à la sensation en fait. On va tourner de façon naturelle autour de la joëlette. Et puis que chacun sache manipuler chacun des postes sur l'appareil. Ce sont les plages et les dunes du Grau-du-Roi qui ont servi de terrain d'entraînement pour tenter de recréer autant que possible les conditions de course, la chaleur en moins. Là on y est là. Là on y est. Tu vois là Mathieu, c'est pas entre des mecs qui tirent devant. Ouais. Ouais mais bizarrement il s'enlève dès que c'est difficile. Toute l'équipe s'est retrouvée en février et en mars pour s'accommoder du maniement de la joëlette, coordonner leurs rôles et leurs allures, tester les lourds sacs à dos ou le ravitaillement, et pour Clément, trouver sa place au milieu de tous ses amis de l'association du Sable dans les Yeux. Je me sens un peu aidé. J'ai hâte de partir. Ça va être une expérience quand même hors norme, non? Grandiose. Ouais. Des compagnons de voyage qui vont le piloter dans l'aventure d'une vie. Ça devrait exister pour le sable. Engagé dans un projet immobilier d'envergure, le quartier des Prés-Saint-Jean était d'humeur joueuse ce jeudi 20 mars. La raison ? L'inauguration d'une aire de jeu à proximité de la salle d'escalade ouverte l'année dernière. En présence du maire d'Alès et président d'Alès Agglomération Christophe Rivinc, du maire honoraire Max Roustan et du sous-préfet de l'arrondissement d'Alès Émile Soumbo, une classe voisine a eu le grand honneur d'être les premiers à tester ce nouvel espace forcément très attendu. Allez, maintenant les enfants, utilisez-le, montrez-nous comment on s'en sert. Réservé aux enfants de 2 à 12 ans, celui-ci répond à une attente des habitants du quartier, à savoir la création d'un espace sécurisé de jeu pour les plus jeunes. Une initiative également pensée pour favoriser le lien social et qui intervient dans le cadre d'une importante transformation du quartier. C'est tout un symbole. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux qui sont engagés par la ville d'Alès, par l'agglomération d'Alès, par la SEM Alès sur les Prés-Saint-Jean.
à la fois dans le cadre de la rénovation urbaine, mais aussi à la fois dans le cadre de la politique de la ville. Et donc cette aire de jeu, qui est une aire que nous avons voulu à proximité de la salle d'escalade et à proximité des travaux en cours par le Logis Sévenol, qui vont restructurer complètement cette partie des Prés Saint-Jean, et à quelques mètres de la future zone d'activité économique, il nous paraissait important d'inaugurer un lieu pour les enfants, un lieu qui permet d'améliorer toujours le bien vivre dans ce quartier des Prés Saint-Jean, sur lequel nous investissons comme dans tous les quartiers de la ville. Incarnant la volonté de la mairie de rapprocher le centre-ville au quartier périphérique, cet espace de jeu est l'œuvre de la société Win Ovatio, spécialisée dans la conception d'équipements ludiques, urbains et sportifs. Les structures, elles arrivent semi-montées, donc on a aussi un gain de temps lors de la pause. Voilà. Et le chantier, on l'a commencé, on va dire, mi-janvier pour le terminer, on va dire, mi-février. Les points forts, c'est que la glissière, elle ne brûle pas, elle ne chauffe pas les fesses, elle est en starboard. Pas de bouchon au niveau des vis en inox. Le sol, il est en EPDM, c'est un sol amortissant. Située derrière les bâtiments de la rue Sully-Prudhomme qui seront démolis en ce mois d'avril, la structure représente un investissement de 66 145 €, dont l'État a participé à hauteur de 80%. Surtout, cette installation vient confirmer l'ambitieuse transformation du quartier, appelé à devenir un pôle immobilier et économique d'envergure d'ici 2028. Les Grands Alésiens et le jury l'ont élu le 8 février dernier. Lou Sanchez, Miss Alès 2025, est avec nous pour la rubrique Talent d'ici. Salut Lou. Bonjour Laura. Tu es Miss Alès depuis bientôt 2 mois. Comment se sont passées ces premières semaines? Ça se sont très bien passées. Il y a eu d'abord un retour à la réalité qui a été long à venir, mais ça se sont très bien passées. J'ai pu rencontrer déjà des personnes d'Alès durant le repas des aînés et ça a été génial. Je voulais te demander comment ça se passe une fois qu'on te remet la couronne. Qu'est-ce qui se passe un peu en coulisses et en quoi ça consiste d'être Miss Alès? Alors, je m'y attendais pas du tout, mais c'est vrai que une fois l'élection, du coup, une fois la couronne sur ma tête, derrière, en fait, de suite, c'est des photos, être interviewée de suite par plusieurs personnes. C'est un peu impressionnant. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Lors de l'élection, tu t'es présentée au micro de Sylvie Tellier comme étant une vraie Cévenole. C'est les mots que tu as utilisés pendant ton discours. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, pour moi, ça veut dire que déjà, je suis née à Alès, la capitale des Cévennes. Et voilà, c'est très important pour moi de me rappeler mes origines, mes racines, de revenir, parce que même si je suis à Montpellier pour mes études actuellement, j'aime rentrer chez moi à chaque fois, mes Cévennes. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi représenter les Alésiens et la ville où tu es née? Plein de choses. C'est une fierté pour moi de pouvoir représenter les Alésiens. Quelle est la manifestation à laquelle tu as le plus hâte de participer? Parce que tu seras tout au long de l'année sur les différentes manifestations culturelles à Alès. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui te fait envie? Oui, pour moi, c'est la feria. Vraiment, c'est hyper intéressant. Bon, je la fais depuis que je suis toute petite. Oui, j'imagine. Voilà. Et puis même, j'allais les voir, les Miss, avant. Et j'ai toujours les étoiles dans les yeux. J'adorais les voir. Donc, me dire que maintenant, je suis à la place, c'est génial. En tant que Miss Alès, qu'est-ce que tu feras alors à la feria? Alors, plusieurs choses. Il y a d'abord le défilé, dans le char aussi, plein de choses. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Je sais que le dimanche, je serai à la cathédrale. Pour la messe Éviane. Pour la messe Éviane. Donc tu découvriras un petit peu le programme au fur et à mesure, comme c'est la première année. J'aimerais qu'on revienne un petit peu maintenant sur ton aventure de Miss Alès. Je sais que tu faisais partie du public lors des dernières élections. Alors pourquoi est-ce que cette année, tu as eu envie de participer? Quel a été le déclic? Alors le déclic, je pense que c'est mes parents qui l'ont eu avant moi. Ils t'ont encouragé? Oui, ils m'ont vraiment poussée. Donc mes parents, mes proches, les amis de mes parents avec qui j'y allais. Et en fait, ils ont toujours cru en moi, ils ont vu la chance que je pouvais avoir de gagner. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Puis j'ai adoré regarder, c'est un très beau spectacle. Oui, qu'est-ce qui te plaisait quand tu étais dans le public, en fait, que tu regardais ces jeunes filles défiler? Ah, tout, les robes, savoir que derrière, elles se faisaient maquiller, tout ça. C'est génial pour une fille, même moi qui aime la mode un petit peu. C'est super. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur souvenir de cette aventure Miss Alès? Parce que j'imagine qu'il y a eu quelques répétitions, de la préparation, rencontrer les filles. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? C'est tout ça. Ça a été vraiment les répétitions avant.
Et en fait, tous les dimanches, on savait qu'on allait se retrouver toutes et ça a été des super rencontres. Et à chaque fois, c'était génial. Et qu'est-ce que ce genre de concours peut apporter à une jeune fille comme toi et aux jeunes filles en général? Alors, je pense se dépasser. Je pense que c'est vraiment ça. Moi, je suis très timide de base. Et du coup, ça a été vraiment compliqué pour moi de parler tout ça. Mais ça a été enrichissant, du coup. Quoi qu'il arrive, c'est hyper enrichissant de pouvoir se dépasser. Et voilà. Lorsque tu as entendu ton nom et que tu as compris que c'était toi qui allais être sacrée Miss Alès 2025, qu'est-ce que tu as ressenti? À quoi tu as pensé tout de suite? C'est beaucoup de surprises, déjà. Oui. J'étais très surprise, très contente. C'est génial comme sensation, c'est super. Et la première chose auquel j'ai pensé, c'est à mes parents, à mes proches qui sont venus. Ils étaient dans la salle? Oui, la fierté qu'ils ont dû ressentir et j'ai adoré. Tu vas participer à la demi-finale de Miss Languedoc qui aura lieu le 26 juillet prochain à Montpellier. Oui. Comment est-ce qu'on peut se démarquer lors d'une telle élection? C'est la question. Je pense la grande question. Je ne saurais pas trop quoi répondre. Je pense que j'essaierai d'être le plus naturel possible, rester moi. Mais à la fois, je pense que là, en étant Miss Alès, ça va apporter plein de choses et pouvoir peut-être répondre à cette question, qu'est-ce qui pourra me démarquer? Est-ce que tu y penses déjà peut-être à cette élection ou tu te dis que c'est... Oui, tu y penses déjà. Oui, même si on se dit c'est loin, tout ça, c'est quand même des questions qui reviennent souvent. Quand je dis que j'ai été élue, c'est la première question qu'on me pose. Qu'est-ce que c'est après? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc oui, j'y pense. Est-ce qu'aller jusqu'à Miss France, c'est un rêve, un objectif ou pas forcément? Je pense que c'est le rêve un peu de toutes les jeunes filles. Et oui, pour moi, c'est un rêve. J'ai commencé comme ça et pourquoi pas? Ça serait génial. Oui, c'est sûr. Beaucoup de grands Alésiens ont assisté à l'élection, ont vu le reportage ou alors ont lu le journal. Et je pense que certains aimeraient peut-être apprendre à te connaître un peu mieux. Quelles sont tes passions dans la vie, Lou? Alors ça, c'est une grande question aussi que je me suis beaucoup posée. Quelles sont mes passions? Je pense qu'en fait, vraiment, ce qui me passionne, justement, c'est la vie. En fait, je suis une passionnée de la vie. Découvrir le monde qui m'entoure. J'ai essayé beaucoup de sports aussi. Donc oui, je ne peux pas dire que je suis passionnée par un sport en particulier, mais j'ai adoré faire plein de sports, dont la sévillane. Et j'ai participé à la messe sévillane et je dansais petite devant... Je crois que tu aimes bien voyager aussi. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voyager? Est-ce que tu as des projets de voyage Oui, alors j'ai fait plusieurs voyages plus jeunes, à Thaïlande avec mes parents, l'Espagne, tout ça, l'Égypte. J'en ai fait plusieurs. Et oui, après, j'ai un petit projet de tour du monde un petit projet de tour du monde. Voilà, après, c'est pas encore concret, mais je le souhaite. Dans les années à venir, c'est quelque chose que tu aimerais beaucoup faire en tout cas. D'accord. Je sais que tu es en 2e année de psychologie à l'université à Montpellier. Qu'est-ce qui te plaît dans cette filière? Pourquoi tu as choisi la psychologie? Alors, c'était avant tout pour mieux me comprendre aussi mieux les autres. C'est vraiment, on étudie le comportement de chacun, pourquoi on est comme ça, et c'est hyper intéressant. C'est assez vague comme domaine. Qu'est-ce que tu aimerais faire après tes études? Alors après, il faut se spécialiser. Du coup, moi, je pense que c'est dans la psychologie clinique. D'accord. C'est vraiment être au plus proche du malade. Et du coup, et moi, je m'intéresse plus à la prison. Okay. Être psychologue en prison. Ouais, c'est très spécial. Voilà, ça m'intéresse. J'espère y arriver. Pourquoi la prison? Ça m'a toujours fascinée de savoir à quel moment un humain classique comme nous, qui ont le même schéma que tout le monde, peut passer après à criminel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et enfin, Lou, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes filles qui regarderont sûrement cette interview, à celles qui aimeraient peut-être se lancer, qui pensent qu'elles n'ont pas leur chance, qui sont un peu timides comme toi? Ouais, qu'il faut se lancer, qu'il ne faut pas hésiter, que c'est super, c'est une super expérience, c'est enrichissant quoi qu'il arrive. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, tout ça. C'est dans tous les cas, c'est exceptionnel. Et puis, on n'a rien à perdre. Exactement, on n'a rien à perdre. Mais merci beaucoup pour cet échange, Lou. J'espère que tu te plairas, que tu t'épanouiras dans tes missions de Miss tout au long de l'année. Et puis, bonne chance pour la demi-finale régionale. Merci beaucoup. C'est une toute nouvelle rubrique que je vous présente maintenant.
Vous le savez, il y a des savoir-faire ancestraux assez uniques sur notre territoire. La nouvelle série Made in Cévennes met en valeur tous ces trésors. Et dans le premier épisode, je vous emmène à la poterie de la Madeleine pour découvrir ou redécouvrir l'emblématique vase d'Anduze qui fait rayonner notre territoire partout dans le monde. Salut! Aujourd'hui, j'essaye de faire un vase d'Anduze dans le premier épisode de Made in Cévennes. C'est l'histoire d'un savoir-faire qui se reconnaît au premier coup d'œil. Né en 1610 de l'inspiration d'un potier cévenol voulant reproduire les vases Médicis italiens, le vase d'Anduze fait partie de ces savoir-faire ancestraux dont l'influence a dépassé depuis longtemps les portes des Cévennes. Du château de Versailles aux quatre coins du globe, ce vase reconnaissable par sa forme, ses décorations florales ou son médaillon est une véritable spécialité artisanale made in Cévennes. Parmi les 9 fabricants de la route du vase d'Anduze, la poterie de la Madeleine et son directeur général Guillaume Bimard entretiennent ce savoir-faire avec passion et imagination depuis une trentaine d'années à Lézan. Bonjour Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous recevez à la poterie de la Madeleine. Oui. Elle existe depuis quand cette poterie? La société a été créée il y a environ 40 ans. D'accord. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Aujourd'hui, on est 47. Et vous exportez partout dans le monde? Plus de 50% de la production est exportée dans le monde entier. Et d'après vous, pourquoi le vase d'Anduze plaît autant alors? Alors, c'est un produit qui est fabriqué dans le sud de la France, dans les Cévennes, à la main, et qui a une histoire de 300 ans. Et donc, cela plaît énormément aux gens des quatre coins du monde qui sont à la recherche de produits made in France. Et c'est quoi un petit peu sa particularité? Alors, le vase d'Anduze est un vase qui est sur pied, avec des guirlandes et des macarons, et qui est, la plupart du temps, émaillé, donc avec de la couleur. Dans notre atelier, on a la particularité de faire autre chose que du vase d'Anduze. Ça peut être des vases très modernes, qu'on appelle les mazagrans, ça peut être des formes biotes. On est connu pour réaliser de très grands vases. Ce qui est plus c'est grand, plus c'est difficile à fabriquer. Et je vais pouvoir vous montrer tout ça pendant la visite de nos ateliers. Super, on y va alors, merci. Qu'il soit petit ou gros, vert ou jaune, chaque vase conçu à la poterie de la Madeleine est réalisé manuellement d'après un travail méticuleux. Parfait symbole du savoir-faire des potiers d'Anduze, le calibrage est une technique très ancienne, mais surtout l'une des plus difficiles à maîtriser. Cette étape consiste à mettre une masse de terre dans un moule et, à l'aide d'une calibreuse, l'appliquer de façon homogène pour faire naître la base du vase d'Anduze. Après avoir travaillé la terre pour lui donner la forme d'une cloche et l'avoir laissé sécher 24 heures, vient l'étape de décoration. Le corps du vase arrive ici et les potiers vont entreprendre donc cette partie principale du vase et fabriquer et finir entièrement à la main le vase d'Anduze. Entièrement à la main. Donc on met les guirlandes, les macarons, le pied, le vase est lissé, la collerette est formée, tout est fait entièrement à la main. Le vase d'Anduze est composé donc de 3 à 4 guirlandes avec des macarons. Chaque macaron représente l'emblème de la fabrication. Voilà, les guirlandes sont fleuries parce que depuis, on fait de la réédition du vase d'Anduze, donc depuis 300 ans, c'est comme ça. C'est une marque de fabrique. Voilà, exactement. Ouais. Le vase est ensuite recouvert d'une argile liquide blanche qui fait office de préparation à la teinte du vase qu'on appelle l'engobage. Après la finition, le vase est obligé de passer 3 à 4 semaines dans un séchoir à 50 degrés. Il fait très chaud là. Voilà. On est dans le séchoir. On est obligé d'enlever l'humidité de la terre avant de cuire le vase, sinon le vase exploserait pendant la cuisson. On voit bien là l'humidité qui commence à partir du vase. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que le vase est sorti du séchoir? Alors on prend le vase et on va l'émailler. L'émail, c'est ce qu'on peut voir, c'est cette couleur bleue que l'on voit sur le vase. Tous les émaux tradition ont la même couleur avant cuisson. C'est-à-dire que ce vase, il est peut-être bleu, il est peut-être jaune, il est peut-être flammé, vert. La couleur du vase se révèle pendant la cuisson. Il y a 48 heures de cuisson à 1050 degrés. Donc c'est un petit peu magique. Là, il n'y a que la personne en fait qui a fait l'émaillage qui sait la couleur, qui connaît la couleur du vase. Où là, on peut voir, il y a la couleur traditionnelle du vase d'Anduze qui est le flammé, l'ivoire, du vert, une jarre à huile. Voici donc comment sont créés les célèbres vases d'Anduze qui viendront un jour décorer des résidences, avenues et jardins. Reste désormais à savoir si notre journaliste sera à la hauteur du défi, réaliser son propre vase d'Anduze.
Laura, ce que je pourrais essayer de vous proposer, c'est de façonner un vase et de prendre la place de Geoffrey et de relever le défi de fabriquer un vase. Ok, je suis pas sûre d'y arriver, mais je vais essayer. On va mettre le tablier. Ouais, c'est parti. Alors du coup, on prend notre éponge et on vient avec ce outil en plastique casser l'arête justement pour qu'après, une fois que le vase va être manipulé après cuisson, l'arête ne se casse pas. Tout ça pour donner vraiment un côté harmonieux au niveau du vase aussi, et puis pour justement, quand on le manipule, ne pas le casser. Comment vous faites pour être régulier alors? Alors du coup, on prend notre éponge, on vient l'appliquer bien humide, et avec le caoutchouc, on vient casser l'arête ici, on vient casser l'arête en bas. Tout le monde me regarde, c'est pas du tout stressant. Plutôt dans ce sens, avec ce côté. Non mais avec ce côté ou avec plutôt ce côté? Ah ouais, n'importe. Ouais, ce côté ou ce côté. Ok, ça marche. Alors c'est plutôt logique dans ce sens. Bien cassé. Lors de la décoration, chaque fabricant pose ses propres guirlandes et écussons à l'effigie de sa poterie. C'est aussi à ce moment que le potier grave la date et appose sa signature. Une sorte de tradition qui, comme le vase d'Anduze, perdure dans le temps et permet la création de milliers de modèles chaque mois. Acteur majeur de l'artisanat, la poterie d'Amadeleine constitue aujourd'hui une référence dans le monde entier grâce au vase d'Anduze qui n'a donc pas fini de faire rayonner le patrimoine des Cévennes. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir reçus. J'ai été très contente de découvrir un petit peu plus le vase d'Anduze. J'ai trouvé ça super intéressant. Très heureux de t'avoir accueilli et on est très content de pouvoir faire découvrir notre atelier à tout le monde et de faire rayonner le Made in Cévennes dans le monde entier. Et merci beaucoup et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Le retour du printemps vous donne envie de profiter de quelques activités. Voici des idées de sortie dans l'agenda. Bonjour Romain. Bonjour Laura. Je crois que le mois d'avril est très chargé. Qu'est-ce qu'on peut noter dans notre agenda alors? Tout à fait, on a un mois très riche en événements et animations, et donc voilà ma sélection pour le mois d'avril. On va commencer par le festival Rousson Jeunesse qui aura lieu donc du 4 au 6 avril 2025 donc c'est un festival geek qui aura lieu à Rousson, organisé par la municipalité. Ça rassemble les amateurs de romans, de BD, de mangas, jeux vidéo, cinéma. L'entrée est gratuite, vous pouvez retrouver tout le programme sur donc votre écran, ça s'affiche sur votre écran, sur le site internet. Ensuite, nous avons le 11 avril, la fête de clôture avant travaux de la scène nationale Le Cratère. Vous avez peut-être déjà lu des articles dans le journal de l'Agglo ou sur alès.fr sur le projet de travaux du Cratère. Donc le 11 avril, à partir de 19h, vous allez avoir un spectacle qui est gratuit donc de Mansour. C'est un danseur incroyable originaire d'Alès qui a été révélé à la télévision et qui interprétera son spectacle Il était une fois. La soirée s'achèvera à 22h avec des DJ qui vous feront danser sur la scène du Cratère, dans le hall du Cratère. Super. Tout ça, c'est également gratuit. Donc venez nombreux profiter donc de cette fermeture avant travaux du Cratère. Ensuite, les vacances scolaires qui sont de retour au mois d'avril, du 12 au 27 avril. J'ai sélectionné donc 3 activités à faire en famille avec soit gratuit ou un budget assez réduit. On commence par copiste mais pas copieur. Donc ça, c'est les 15 et 24 avril au musée du Colombier à Alès. Donc là, vous allez vous installer dans les collections du musée et comme les artistes en formation, vous allez vous exercer à reproduire les œuvres qui sont présentes donc dans les collections du musée. Donc c'est gratuit, inscription obligatoire, donc on vous met tout en information également sur l'écran. Pensez à amener les feuilles, les stylos, etc. qui ne seront pas fournis. Ensuite, les mystères du mineur disparu, ça a lieu le 25 avril à la Maison du Mineur de la Grand-Combe à 15h. Alors là, c'est une véritable enquête à mener en famille avec des énigmes à résoudre où il vous faudra retrouver un trésor au sein donc de la Maison du Mineur. C'est à partir de 6 ans, c'est seulement 4 € par enfant. Là également, il faut réserver à l'avance. Donc là, vous avez les informations qui s'affichent encore à l'écran. Et puis, je vais terminer par la 9e fête de la BD, déjà la 9e édition, qui aura lieu les 26 et 27 avril. Elle est organisée par l'association Gardons la Bulle à l'espace Alès Cazaux, avec comme parrain Alexis Talon, qui est le dessinateur de la dernière BD du Capitaine Flamme, ce fameux héros intergalactique des années 80. Donc là, c'est pour petits et pour les plus grands aussi, un peu nostalgiques, qui vont pouvoir rencontrer aussi d'autres auteurs, des illustrateurs et parcourir des expositions. C'est gratuit.
Voilà pour ma sélection. Je vous rappelle que l'agenda complet est à retrouver dans le journal de l'AGLO du mois d'avril que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres et aussi sur scène-des-mondes.fr pour tout l'agenda culturel et pour l'agenda général sur alès.fr. C'est super, merci beaucoup Romain. C'est l'heure de se quitter. Merci d'avoir suivi cet épisode. Toutes vos idées de sujets sont les bienvenues. Vous pouvez nous écrire à l'adresse email l'émission@alessagglo.fr. Le nouveau maire d'Alès et président d'Alès Agglomération, Christophe Rivinc, sera en live sur Facebook pour échanger avec vous le mardi 29 avril à 19h. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine émission le 6 mai. Merci beaucoup et à bientôt.